La clôture du 24e édition du Printemps des Poètes, bien qu'il y ait encore 2 actions mercredi pour les tout petits et les petits à la médiathèque, le cinéma court-métrage poétique mis en action par Claire Vera, qui est ici présente dans la salle, que je salue, qui fait un travail remarquable avec les 4 autres établissements culturels de la ville de Lens. Alors, j'ai l'honneur de représenter Monsieur le maire, Régis Levivre, cet après-midi, pour clôturer un petit peu cette 24e édition avec la présence de Patrice Delbourg, qui est le parrain de notre édition de cette année 2022. Alors là, vous allez voir un travail, l'écriture de Patrice Delbourg, en dialogue avec Marc Schex, qui va lui répondre. Il va y avoir des échos sur son écriture, sur son travail d'écriture de poète, et de texte aussi, pas que de la poésie, illustré par M. Pérez, qui est ici, qui nous vient du Conservatoire de Lens. Donc on conjugue Je remercie grandement, avec honneur, Madeleine Chape de nous accueillir dans ce très beau lieu, que j'ai eu la chance de connaître dans un autre état d'ailleurs, personnellement. Et voilà. Et vrai atelier pour lequel je peux m'empêcher d'avoir une pensée pour Pierre. Pour Pierre, parce que qui était l'habitant avec Madeleine de ce lieu. Et puis Jacques, son frère. Voilà. Je vous souhaite une très bonne séance pour les oreilles et pour l'esprit. Je vous remercie. Moi, je suis très heureuse de recevoir dans cette galerie qui fut aussi un atelier de photographie Patrice Delbourg et Fronta. Parce que ce sont 2 amis de longue date. Patrice Delbourg qui a visité la galerie depuis le début. Pas depuis le début, non, mais depuis les années 75, 60, voilà. Et qui était toujours présent, on était ici. C'est réconfortant d'avoir des visiteurs fidèles. Et je remercie aussi particulièrement Fronta qui a été dans cet atelier il y a fort longtemps, qui a réalisé un livre avec Pierre en 1988, je crois. Et qui a réalisé de très belles lithographies dans cet atelier. Et là, je suis heureuse qu'il y ait une conjugaison entre ces 2 personnages, qui sont de vieux amis, une amitié qui date de 1975 et qui est révélée par cette toile qui est ici au mur, qui avait en fait que Patrice Delbourg a connu dans l'atelier de Fronta, parce que Patrice Delbourg avait une revue poétique qui s'appelait Exit et qu'il a eu l'occasion d'interviewer Fronta. Ça a été leur rencontre et je crois que depuis, c'est une longue amitié. C'est une longue amitié qui se... Ça tient toujours. Ça tient toujours, voilà. Donc c'est pour moi un très grand plaisir qu'un artiste très proche de la galerie et un poète aussi très proche de la galerie soient réunis ici. Donc je vous laisse et bravo à tous les 2. Parce que
allons, avec Marc, évoquer un petit peu nos rhizomes vansois et nos activités communes, puisque nous sommes tous les deux des enfants du papier journal, nous sommes tous les deux des journalistes, et on a eu l'occasion de passer des nombreuses heures aux terrasses de Vence, aux terrasses de la Régence, aux terrasses de chez Max jadis, du Troquet, des Acacias, du Clémenceau. Nous marcissions les doigts avec le papier journal et puis... Alors avant tout, puisque la mémoire de Pierre a été évoquée, je me permets de lui dédier cette rencontre, parce que bien évidemment, de là où il est avec nous. Donc cette rencontre qu'on a un petit peu, de manière un peu prétentieuse, baptisée politique, restera en tous les cas dans nos esprits comme une rencontre amicale, comme le dit Patrice. On va se placer tout de suite sous le patronage d'Alphonse Allais. Ça va nous permettre de rentrer directement dans le vif du sujet, qui disait à quelque chose près, pour moi, une vision de paradis serait une terrasse de café qui ne se terminerait jamais. Et les terrasses de café, comme le disait Patrice il y a quelques instants, étaient importantes ici. Et la rencontre d'aujourd'hui est faite pour que, après quelques jours à parler de la poésie en général, de la littérature et des autres, Patrice puisse se découvrir un petit peu. Vous allez entendre aujourd'hui des choses que vous ne trouverez pas sur Wikipédia. Et ça vous permettra d'avoir une approche un petit peu plus personnelle, peut-être même intime, de Patrice. Donc, dès qu'on se place sous le patronage d'Alphonse Allais, ça me permet de saluer la mémoire de Jean Despots, qui est le père de Patrice, et qui l'a très tôt biberonné au calembour, à l'acrobatie verbale, et c'est lui qui va nous en dire plus. Ah oui, je suis tombé dans la marmite des jeux de mots tout jeune. Chez moi, en fait, il n'y avait pas beaucoup de tendresse, mais il y avait beaucoup d'affection du vocabulaire. Et à table, par exemple, on communiquait avec des jeux de mots, avec des calembours, et très longtemps, l'homophonie, la facétie verbale, ça a été le lien entre les générations. Voilà. Et bon, un certain nombre d'entre vous se souviennent des terrasses de jadis, des terrasses des Acacias, des terrasses de chez Max, où Prévert venait prendre son petit pastis, etc. Où jadis, ensuite, un certain nombre de figures vansoises, la grande époque de la caserne de pompiers, là-bas, à Toreil, la grande époque quand même des artistes qui venaient partager comme ça sur la plage publique. Bon, les choses ont un petit peu changé maintenant, les gens sont un peu plus solidaires, mais un petit peu plus solitaires. Bon. Mais néanmoins, on arrive quand même à former encore quelques petits noyaux endémiques. Voilà. Et un certain nombre de la soixantaine d'ouvrages qu'a écrit Patrice ont été commencés, voire poursuivis, voire terminés sur l'une ou l'autre des terrasses des estaminets vansois. On en retrouve, alors les estaminets, c'est quelque chose de familier dans la littérature de Patrice. Tout le monde se souvient de Solitude sans terrasse, où chacun des 227 personnages évoqués se trouve sur un estaminet particulier. Alors le fait d'évoquer la caserne des pompiers d'avenue Toreil, ça a une importance géographique, puisque la maison de famille des Delbourg se situe du côté de l'avenue Boujarel, là où réside d'ailleurs en ce moment Patrice, et tout naturellement, pour descendre au village, il passait par l'avenue Toreil, devant l'école, et devant l'ancienne caserne des pompiers. Et l'ancien cinéma. Et l'ancien cinéma l'Alhambra, et la caserne des pompiers qui avait été installée là-bas dans les années 30, et qui a déménagé en mai 1981, ce qui nous fait dire, on disait avec Patrice qu'en mai 1981, il y a eu deux grands événements, une élection et un déménagement de la caserne des pompiers de Vence. Et on en parlait encore récemment, et c'est donc en passant devant la caserne des pompiers que les Delbourg et les Bouillets, puisque les deux familles étaient liées, s'arrêtaient pour discuter un petit peu, pour parler de la ville avec les pompiers. Et j'étais pompier volontaire à l'époque, et c'est là que j'ai rencontré Patrice, au tout début des années 70. Et ensuite, on s'est retrouvés à faire le même métier, lui du côté de Paris, sous la forme de chroniques littéraires et de rencontres avec des artistes, et moi ici à la locale. Et donc nous sommes tous les deux, comme il le dit, issus de ce milieu du journalisme. Personne n'est parfait, mais je sais qu'il a beaucoup de souvenirs du côté de la caserne des pompiers. Mais les plumitifs,
des graphomanes. Et Marc, alors, lui, travaillait dans une quotidienne. Il était quasiment localier à Vence ce matin, à l'époque où il y avait une antenne de journal à Vence. Donc on pouvait apporter son information le matin et voir l'information paraître le lendemain. C'était quand même la belle époque. Bon, aujourd'hui, c'est des réseaux un peu fantomatiques, il faut bien le dire. Moi, pour ma part, j'ai travaillé aux Nouvelles Littéraires, j'ai travaillé à l'Événement du Jeudi, j'ai travaillé au Nouvel Observateur, plutôt dans des hebdos. Donc j'avais un rythme de parution qui était beaucoup plus paresseux, donc je me suis moins usé les lombaires que Marc sur les chaises vermoulues des terrasses dansoises et autres. Et moi, ma vie professionnelle a été longtemps à Paris, ma vie sentimentale, ma vie familiale. Maintenant, avec le temps, avec la retraite, avec le virus, avec le pangolin, je suis revenu un peu plus souvent à Vence. Je passe quasiment 6 mois à Paris et puis 6 mois à Vence, comme les seniors, j'avoue. Mais j'ai écrit beaucoup de mes livres ici, sans doute près de la moitié. J'ai enterré tous les miens au vieux cimetière, là-bas, Colonel Meyer. Donc, mes parents sont entre Albert Parraz, Henri Calais, Gombrowicz. Donc, c'est plutôt une bonne compagnie. Et moi, je dois dire que, d'ailleurs, ça me permet aujourd'hui de déclarer, à défaut d'autre chose, mon admiration pour Patrice, parce que moi, installé ici, je suivais la carrière de 4 François qui brillaient à Paris. Michel Gaillard, qui est devenu le président directeur général du Canard enchaîné, qui est le fils de Robert Gaillard, qui s'était installé très tôt à Vence, où il avait écrit Marie des Îles. Yvon Lambert, qui est né Place-sur-Yon et qui est devenu le grand galériste qu'on connaissait. Julien Lepers, qu'on avait croisé ici du côté de Montaigne, et Patrice Delbourg, dont je lisais régulièrement les chroniques dans l'Événement du Jeudi, dans le Nouvel Obs, et duquel j'étais un petit peu jaloux. Évidemment, moi qui étais là en train de grafouiller tous les jours sur des faits divers, des comptes rendus de conseils municipaux ou des matchs de foot, et lui qui rencontrait l'élite parisienne dans les expos, et je dois dire que j'étais à la fois admiratif et un petit peu jaloux, et au fur et à mesure que ces livres paraissaient, je me disais, je suis jaloux des titres qu'il choisit, parce qu'il a toujours jonglé avec les mots, à l'image de tous les écrivains qu'il a contribué à faire connaître, reconnaître ou découvrir. Et quand il a écrit ce magnifique livre sur son père, longtemps j'ai cru, mon père est mortel, j'ai dit voilà un titre que j'aurais bien voulu trouver. Et donc ça me permettait de rester d'une certaine manière en rapport avec lui, on se revoyait chaque fois qu'il venait, et à défaut de parler comme des anciens combattants, on parlait de ce milieu de la presse auquel on est très attaché. Ce qui prouve que j'avais plus de temps que toi, puisque j'ai pu écrire des bouquins, donc j'étais quand même sur un faux rythme. Lui, c'était un coureur des 800, moi j'étais quand même dans un rythme un peu de canter touristique, donc j'ai pu effectivement, tout en faisant des portraits, plutôt j'étais journaliste culturel, j'étais pas vraiment dans la réalité, j'étais pas, je faisais pas d'articles politiques, je faisais pas d'articles sur la société, je faisais des visites. À un moment donné, c'est ce que je disais hier, lors de notre évocation de Géonorge chez Gombrowicz, je faisais des visites aux grands écrivains. Donc j'ai eu la chance effectivement d'aller voir Philippe Sauveau, d'aller voir Jean Tardieu, d'aller voir Nicole Laferte, et ça m'a nourri, ça m'a fait du bien. Puis ça a été une sorte de paternité littéraire, spirituelle, qui m'a aidé aussi dans les débuts de mon existence. Alors, tu parlais de Gaillard, le Canard enchaîné, moi, il est très proche, puisque j'ai été titrier au Canard enchaîné pendant quelques saisons. Donc on me téléphonait pour me demander des calembours, voilà, on revient au calembour, pour faire des titres, pour essayer de chapeauter des articles, et c'était un régal. Ça, c'était une activité quand même de luxe, au Canard enchaîné, puisqu'on était payé au calembour, vous voyez, quand même, c'est autre chose que le feuillet syndical. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours comparé Patrice à Bertrand Tavernier, parce que Bertrand Tavernier fait partie de ces cinéastes reconnus qui ont aussi eu très à cœur d'être des passeurs, des découvreurs. Et, moi, je me souviens de Bertrand Tavernier qui arrive à Vence pour les rencontres de cinéma 94 avec Sous la mer, les bobines, puisqu'à l'époque c'était encore des bobines, d'un film qui s'appelait La Dame de 11 heures, dont j'avais jamais entendu parler. Et Patrice est un peu comme ça, avec ses anthologies. Il a contribué à faire découvrir, redécouvrir et re-aimer du coup
un certain nombre de poètes, d'écrivains maudits. Moi, c'est plutôt le bouillon de 11 heures. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui a toujours été reconnu dans son travail, c'est-à-dire cette facilité à faire revenir à la surface et à remettre dans l'actualité des gens dont tout le monde avait parlé, même des gens un petit peu, au passé un petit peu sulfureux, hein, on ne s'en cache pas. Ah bah oui, bien que mon cœur soit à gauche, j'ai des admirations pour des écrivains assez engagés à droite. Mais bon, c'est comme ça, c'est une question un petit peu, j'aime bien les contradictions aussi. C'est-à-dire là, j'ai mis un pantalon rouge et j'ai voulu lire des textes très noirs. Alors il y a quelque chose qui m'a toujours passionné aussi, c'est que chez Patrice, quand on lit ses livres, on a intérêt à avoir un dictionnaire à côté, parce qu'il fait partie de ces auteurs qui aiment un petit peu perdre leur lecteur, non pas en essayant de briller gratuitement avec des mots dont on a l'impression qu'ils viennent de l'autre monde, mais ça nous permet de découvrir certaines petites perles lexicales, et je n'ai pas pu m'empêcher évidemment d'en noter quelques-unes. Alors ce qui est bien maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin d'un petit carnet, c'est la nouvelle technologie, on se retrouve tout de suite, avec par exemple échauguette, philoselle, Pichtegorn, Lambourde, Marmouzet, Dictame, Caboulot, Cyprinodon, le verbe lantiponer, Hypalage, Anacolute. Voilà, donc au fil des textes de bâtiments comme ça, on est surpris, vite, un dictionnaire ou vite. Il y a le parquet à Lambourde et l'innoléum à Delbourg. Mais j'aime bien le verbe lantiponer, parce que Vence est un lieu où l'on peut lantiponer à l'aise. C'est-à-dire le bateau des Et puis de profiter aussi des intermèdes musicaux de Julien Perret, parce qu'on s'est dit, et Patrice a eu cette bonne idée, que le saxophone convenait parfaitement à l'ambiance du jeu. Le plus dur, c'est de s'asseoir, sans se faire remarquer. Derrière l'hygiaphone, écouter près du cœur le reflux des lointaines passions, une sorte de dimanche indéfiniment prolongé. Toute convoitise ajournée,
pâle débris de soi-même. Un désir inox longe la voirie, entre le seuil et la rue, cette vie, étonnée d'être en vie. Quelqu'un parle, bourdonnement continu. Jamais la situation n'a été aussi grave. Doucement, sur une ligne cotonneuse, gel général, ivresse refroidie, dans des frottis de peau, ce fut l'affaire de quelques nuages. Brève collision sur une section d'asphalte noir. Il faudrait que ce soit cocasse, oui vraiment, comme d'anciens fumétis. Même le néant a son jour de fête. Sur l'écho de mes ruines, je suis en équilibre. J'écoute pousser mes ongles dans une inconcevable tendresse. Sous la lampe vestale contre les pans de salpêtre, le dernier tango de l'écluse, pigeon bagué. Dans ce va-et-vient de cheveux sales, yeux bandés de lieux communs sous la lumière équarrie, ciel vide au lendemain des hirondelles, au creux d'un pays indéchiffrable, la vie change de chantier. En effaçant mon ombre, j'ai tué le soleil. Désespoir attelé, ahuri, il se dépense dans les plaques congelées d'un petit présent comestible. L'alcool à la voix blanche couve une longue défaillance. La mésange de Gergovie, la Java au Mont-Gerbier de Jonc, le classement de la Bundesliga, Titine et son Marlou, plage de Sète, un Balzac de faux bronze sur les liasses racornies, mardi faste dans l'horoscope minute, le retour de Bruce Lee, le grand magique circus, dans le poitrail du grand hiver, abouché au sommeil diamantaire, la couleur rouge garde toutes ses chances. Le préau des lycéens boursiers, les cordaneux ondulent pareillement aux reptiles de la place Gemma Elfna. Tous les chevaux d'Arçon sont au pré. Dans la cour, somnole sur un cric l'Alpine Gordini du proviseur, fabriqué à Dieppe. Il est minuit pour toujours, dans les marches du Gaffio. En hommage au poète pharmacien André Frédéric, il dormait avec une cravate sur son pyjama. Se lavait peu, collectionnait des cachous entre les orteils et des nougats en guise de col de chemise. Il jetait avec volupté des pelletés de désarroi dans l'âme virginale des chaisières du Luxembourg. Rongé de l'intérieur, racorni dans sa bave, aussi raide qu'Amidon, à l'écoute de l'engrenage des ténèbres, il morigénait des bons dieux-arts à la sortie des vêpres. On l'appelait le déclassé, le falot, lugubre, horloge molle. À quoi bon gifler ce petit orphelin qui jouait à chat perché à la sortie de l'école communale Pablo Picasso. Sans aucun lien de continuité avec une quelconque parentèle, dans une chambre aux murs blancs, nue, rigoureuse et pure, ayant seulement souvenir imprécis d'avoir beaucoup voyagé pour inventer un horaire aux nuages dans le cœur des minerais cachés, ayant seulement conscience diffuse d'un monde bouche bée, corps en équerre, grimace humide,
comme ramassés par le rêve pour être mieux emportés. Il faut se souvenir, écrire les traces, photographier ce qui reste sur l'échelon des lassitudes. Bientôt d'un nénuphar naîtra sous le soleil l'univers perdant ses feuilles. Mousson de plomb, le curiste passera l'hiver dans la dérision de la lumière. La tristesse se transformera en petite colique néphrétique. La boue chuchotera sa patience, il s'acceptera par défaut. Ce sera une journée pour uniquement survivre. Longtemps, longtemps après, les paysages se mettront en place. Aube sale, série de jabs à la face, des débâcles insoupçonnés voguent sur la fange de ses cauchemars. Havre d'intranquillité, gâtine du sexe, il soliloque comme s'il abritait un soleil noir en bouche. Braconnage de parasites par le soupirail, le cartilage d'une chauve-souris, la peau du pangolin, vestige d'un très ancien système immunitaire. Dans l'angoisse ancestrale des pays plats, les mots deviennent des valises trop lourdes. La vie se rythme avec le tintement des écuelles. Dans cette cellule au volume si simple qu'on la dirait dessinée par la main d'un enfant. Dans la glu du petit jour, une veste de cheviote un peu juste lui étreint les omoplates. Les banderilles torturantes d'une coxalgie omniprésente tarot de sa couenne en dentiste. Respiration pantelante, cœur en yo-yo. Le patapouf soupesait son panicule à 10 peu, en éboulis sur le lourd falzar lustré, taillé dans une méchante ratine. Il renaudait Maus à toute forme de chirurgie. Ses semelles étaient compensées et ses après-midi totalement libres. Tiens, voilà un bien joli œuf. Quelque chose de rouge écrasé sur le bitume. Peut-être du sang, peut-être une tomate, un bouquet d'amarante, une silhouette tremblée entourée d'un épais trait de craie. La chute avait dû être soudaine. 7 mètres au bas mot s'en rappelle. Pas un suicide, non, une maladresse. Disons, une défenestration arbitraire. Le colocataire, premier suspect. Reconnaissez-vous les faits ? À peine. Je suis somnambule. À l'improviste d'une fin d'hiver, il l'invita pour un séjour amoureux, tout compris, sous le timide soleil de l'Algarve. Après un médianoche de gambas grillées et 4 bouteilles de vin vert, il lui demanda de le prendre dans sa bouche, accroupe-t-on sur la tomette du patio fleuri. Elle refusa, net avec une mousse d'égout, et se replongea dans la lecture du grand livre de l'intranquillité de ce cher Fernando Pessoa. Alors il l'étrangla doucement, mais sûrement, jusqu'au petit matin dans les rumeurs de Faro et le ressac des vagues grises. Pour décrisper ses phalanges exsangues, on dut, le lendemain, les tremper dans de l'eau de rose. Les juges lui reconnurent cependant l'atténuante circonstance d'une farouche incapacité au bonheur.
grave, la vouloir nue, darjeeling et pêche, ou lynchage d'herbe moulue, une feuille de basilic, gingembre frais en tranches, coller, pétrir, cuissambrer, mariner dans du poivre, mignonnette et du sel. Peau en petits grumeaux, beurre tiède mais entier, on agite, on fouette énergiquement, on pose sur bain-marie. Bornay, curry, Nantua, Vernès, amour à l'angle du fourneau, l'ail au fond de sa gousse, une larme d'angostura, pili-pili. Les pruneaux peuvent être servis en purée, à part, giblotte d'ailes, safran, coriandre, rein tendu à la cuisson, petite béchamel que l'on met doucement dans un moule fariné en porcelaine ou en verre. Ces syncopes, brouillées, mollets, durs, mimosa, en meurette. Une aventure d'huile qui brûle, étreinte d'orange sanguine, l'eau vient en bouche, recette de vous, truc de toi, sueur d'ingénu ravigote, où se confondent rituels, souvenirs, pulpe violette, fondue de sa chair, servir en âge. Avait-elle dormi près de lui, sans soutien-gorge, sans culotte petit bateau, au petit matin enchiffrené, le lit s'affichait vacant. Ne restait que la carafe de Madiran, tiédie sur la desserte, un magazine de jouets anciens et les frissons de la pluie derrière le Velux en losange. Ciné X, velours usé, Sébastopol déroule sa fatigue. Cela n'en finira jamais, cela n'a jamais commencé. Ramper, marcher encore, s'aplatir au signal, s'arrêter en tremblant, attendre le verdict, accepter sans un mot, la vase qui prend bouche, non-lieu du plaisir, un regard pour unique couteau, un cheveu de pubis préfacé de ses doigts, la veilleuse émeraude des toilettes ne s'éteindra jamais. Ciné X, seul endroit où il fasse bon désespérer. Exhibition ou désespoir. Derrière la glace sans teint, à croupton, string en lynx, tangue un corps, oiseau muet, iris du désir dans un gant de marionnette, jeu rabâché devant la herse des zombies, tous armés de leurs heurtoirs portatifs, obliques campés dans les bottes de solitude, rédemption d'une guipure, clip d'améthyste. Les souvenirs carriés se réchauffent dans l'arbitraire des entrejambes. Delta de fourrure, le cache-cœur s'échappe de la fibule, flamboyant fourni, le petit linge baille, quand il n'y a plus sur la piste tournante que l'odeur d'un sourire vertical à l'encan, la chair alors devient pâte-mouille. Pancrace obèse devant miroir biseauté, les regards foillent la cambrure tels des douaniers, les braguettes tenaces s'apaisent, souffle régulier de l'embellie, médianoche des membranes sous la paume, le machiniste range ses filtres, un sanglot caillé dans la bouche, tête, une ombre, hauturière. Poitrine, à l'abordage, effluve de vétiver, cambrée sur une lumière d'organza, saillit une de ces beautés qui fait mal aux dents. Métisse luxurieuse, elle n'aime rien tant qu'on lui foute la paix, aux terrasses des brasseries chic, bellâtres et vieux, Sigisbées en prenaient pour leur grade, dès le premier compliment dégoupillé.
enfermé dans ses migraines ophtalmiques, l'entraîneur bénévole faisait le mort au milieu du bac à sable, en panoplie de ballons de Cassidy. Ce don de prendre congé comme ça à l'Intoussaint, à l'improviste, au casino et même ailleurs, d'une main légère, ce rien technicolore dans les yeux génériques, drôle, oui, vraiment ce génie, de vider les lieux, les chines raides, toujours en visite, une dose de famine dans certaines manières, drôle de bout en bout, brave garçon, au jeu atroce, des bruits d'assiette, le gaz à la narine, ultime jacquerie du nœud, ce besoin de fillette, bon Dieu, my dear Clémentine, par la voix du tuner, le speaker annonce un psychodrame mondial, banlieue nord, au couchant d'usine, le pain d'amour, disais-tu, Canal 5, en première partie de soirée, fenêtre ardente. Et la gaieté passa pour de bon, sans horizon véritable. Maintenant, la douleur envahit le matin. D'abord la tête, puis l'absolu. Le barman connaît les larves du soir, à l'heure où le consommateur désemparé perd son ombre, son visage, où le ruisseau fleure le houblon, où moult ordures ménagères barricadent le seuil, bastringue en forme de funérarium, vitre de mica fumé, un dahlia pourri dans un soliflore. D'un backroom jaillit un torse d'effets albinos, enduit d'huile de vidange. Le bacon est d'origine batave. Un peu chauve, 30 ans, articule ses doigts autour de la géométrie du cadre, pose son talisman près du petit filet. Goalkeeper, dit-on, frère de tumulte, visage orphelin, Harlequin en paletot émeraude, âme et casquette tendue, peur de faillir, mal à la tige des vertèbres. Raturé, le stade souffre sous l'orphorin des projecteurs. Poitrine fossile au seuil de la surface chaulée, pour fermer l'angle, le portier s'est détendu, là-bas la fusée, comme le trajet d'une respiration, avec le fou rire d'une collégienne, le tir meurtrier reprend 100 fois le chemin de sa victime. De but en blanc, une main gantée au point de pénalty libère les chiens serrés dans son gosier, dans la vibration du ravage, martyr des grands écarts, auscultation blafarde d'un dimanche soir. Toute une vie de complicité perdue. Ce texte était dédié à Marc. Il était le valeureux Gaulle de l'équipe de Vence dans les belles années. Ça, c'était avant. Il y a du fading dans la tendresse. Ce soir, sur Vaugirard et ses environs, il n'y a plus de place dans les hôtels. Les piétonnes ne sont pas toutes des chefs-d'œuvre. Un petit logo de gentiane donne à la ville la lumière bleue de la veille. Te souviens-tu de la souffrance de ce jeune cul-de-jatte à la pizzeria du Carrefour Convention? Ces petites verrues aux paupières, le tatouage Popeye sur l'avant-bras, toute une vie dans un container. Remake flagrant d'un film d'ombre, de malheur, cellules moches, regard qui s'esquive, l'amour trop fardé des sites permissifs, silhouette prostrée sur ses cannellonies derrière un Bataclan de salière. Allez, parlons d'autre chose, voulez-vous? Tiens, de cette nocturne de volley-ball à Coubertin, par exemple, où les visiteurs faillirent bien s'imposer. La contagion du clown s'avère difficile à guérir. Le nez se déforme, la bouche s'agrandit, les pieds s'aplatissent, doivent être camouflés dans des croquenots rouges. Sa détresse, en molle pliure, joue d'anciens ragtime dans les odeurs de barbecue. Nerf par nerf, le temps d'un barou d'honneur, il s'achemine vers la part féminine de son squelette.
Après plusieurs malaises vagos sur l'escalator d'un grand magasin, il tentait de reprendre son souffle sur l'humidité d'un banc zinzolin au mi-temps de cette ville étrangère. Le rôdeur se sentait comme un vil bol de chicorée qui veut jouer les purs mochas. Sur son visage émacié gagne toute la stupeur du poisson rouge cyprin qui se cogne inlassablement contre la vitre dépolie de l'aquarium. Autant de métaphores pesantes égrenées à la manière d'un congoloï qui lui engourdissait le cerveau, plus souvent qu'à son tour. En ce crépuscule fraternel, il plonge vers la messe du communard, ainsi que dans un pédiluve. Diable, s'il n'y avait la vie de café, il serait depuis belle lurette pensionnaire d'une housse grise à glissière, qui voit plombé qu'est de la râpée, ou bien vitrifié de solitude. Dans un square des innocents, le cœur à l'horizontale, près du buste accidenté de Maximilien de Robespierre. Tête à peine meublée, mince couche de chair sur squelette, chaque matin, envie d'étrangler en soi cet acte secret, d'aimer encore, cette hideur, cette lâcheté pathétique, pantomime de survie, habité de fortune, les mots des autres, volonté de coller à ce que l'on feint d'écrire, pour s'inventer un destin, alors qu'on ne possède qu'un misérable permis de séjour. Dans sa robe de chambre matelassée, au fond de son lit à baldaquin, il n'a pour source d'information qu'un vieil almanach Vermeau ou le calendrier de l'Avent, pour rythmer une existence sans orage ni passion. Le médecin a beau lui recommander l'exercice, rien n'y fait. Il peaufine ses abandons de poste, essaye de croire encore aux métriques anciennes, l'égal d'Oblomov, Dame le Pion à Alexandre le Bienheureux. Dans sa chambre de procrastination tapissée de liège, sourd à la fureur du monde, à l'histoire en marche, du bon usage de la lenteur, il fait son miel. Connaît tous les sortilèges des flâneries, les vertiges des conduites d'évitement. Sans retenue, l'apatiste barbote tout son sou dans le liquide amniotique d'une très belle régression enfantine. Il venait chaque midi manger son museau de bœuf sur la petite table près du téléscripteur, prenait un pichet de Cahors, presque toujours 2 desserts, lisait l'équipe de très près, cochait les scores des clubs du Nord. Un jour, on apprit qu'il était mort, par la voix d'un joueur de loto, un fric-frac qui avait mal tourné. La tête, comme du sirop de framboise, précisa un quidam en allongeant sa mobilette. Zut alors, dit la buraliste, alignant ses papiers à main dolée. Je l'avais encore vu samedi. Ça fait tout chose. Station Arts et Métiers, un peu de pesanteur. Le bir est dans les verres. Les vétérans entrechoquent leurs dominos. Marie exagère sa poudre de riz. Mi-flanelle, mi-daim, il disait toujours « Ne plus hésiter, ne plus reculer devant rien ni personne, aller jusqu'au bout du chemin de toutes ses forces, n'écouter
que son impérialisme. Sous les ramettes des Polonia, les véritables habitués des jardins publics se conduisent comme les familiers d'une bibliothèque. Ils entendent demeurer là jusqu'à la dernière minute. Le gardien doit les rappeler à l'ordre, siffler à la bouche. « On ferme! On ferme !» Certes, l'espace demeure à ciel ouvert, mais c'est le chant des oiseaux lui-même qui se met en danger sous la canopée du poussier. Au 63 boulevard de Rochechouart, il y avait naguère le cirque Medrano, qui émerveilla plusieurs générations. Il n'y a rien dans cette vieille peau, rien que la diarrhée des yeux, tout le fourbi d'une détresse amazone, plante vénéneuse sous quelques échymoses. Ainsi voyez-vous la mort de Scarface ou celle de Dillinger dans le miroir du hall d'hôtel, sous la touffeur des Forsythia, une image qui m'amelonne dans la tête, telle une otarie avec son ballon sur le museau dans les barbes jaunes des nénuphars. Le cœur rastaquaire sort très vite de la guinguette, enfantant le Blund de la porte-fenêtre. La piste aux étoiles, en direct du cirque d'hiver, au milieu du numéro du célèbre clown Zavata, sur l'unique chaîne noir et blanc de la télévision française. L'écran devint subitement charbonneux. Nous étions le 9 décembre 1959, au nord de l'agglomération de Fréjus. Le barrage de Malpasset venait de rompre. À petits pas, nulle part, obstinément, contre la paroi nue, il ressasse sa vie angle droit. La main accrochée à la coudoir, givre à même le nerf, avec son seul sourire en guise d'épiphanie. La solitude le tient dans la posture de l'oubli. Il ausculte le fœtus d'une très ancienne étreinte reptilienne. Ce tas de mousse lacérés, calcinés, chuchotis d'impuissance, caillots d'amour évanouis. Les soirs de grande saudade, un bûcher de souvenirs, morale en dessous des moyennes saisonnières. Ce grand froid sur les paupières, tout le poids de la fuite des ans, corps accru, fagot sec, la milice casquée des tendresses. Sous les lampions de la pergola, la vieillesse s'avance majuscule, lent rythme de diesel dans la patience des tilleuls. Les lèvres grésillent sous le mégot, douce blatte. Le déodorant à lavande des tinettes soulève les cœurs. Un premier malaise naît souvent d'un vol de tourterelle mal ajusté. On continue, on s'accroche, on gagne du temps à main nue, un duvet de sueur, presque machinalement, linge oublié sur le fil d'épandage, à venir en jachère. On ouvre son poitrail à double battant, l'épilogue, voilà. Chaque matin, on enfile à nouveau les oripeaux de la vie fossile, n'importe, demain, relâche. Chacun entendait sa respiration contre le chauffage à pétrole, rendre un feulement très sourd, poitrine creuse, bouche humide. Il était devenu expert en sanatorium. Vallée aux loups, Davos, Vence-la-Jolie. Corgour à la renverse, il voudrait tant solder son mal au cadran solaire. Lui, mammifère domestique de seconde main, nihiliste en pantoufles,
Au loin, les longs dimanches tout se tait sous les paies de méthane des autobus. Honorait successivement ses admirations littéraires, une rasade de Chablis en courtisant Antoine Blondin, de l'Aquavite au goulot en saluant Ibsen, de la Fine à la mémoire de Gary, une tournée de Guignolet-Kirsch, saluant les Falais, d'Aikiri comme s'il en pleuvait et l'eau papaï Mikoé, un ratafia bien servi en hommage à Cossery, Albert, Mescal pour tous, Malcolm Lowry bien sûr, une bouteille de pisco pour fêter Garcia Marquez, du rail whisky pour Thomas Bernard, et tout ce qui bouge au fond d'un glace pour trinquer à l'Odyssée Sandra. Près de la roseraie de l'Aïe des Roses, premier dimanche après les rameaux, vers les purs de vivre, la névrose s'arrose, à grande lampée de gris de gris, dans les verres Pyrex, Interville ou hockey sur glace en Eurovision. Au détour d'un calmar sous vide, seul le tocsin des confidences. 5,5 grammes de cholestérol, moins 4 dioptries depuis l'été dernier. Autour de la nappe Vichy, le désespoir gagne par Hippone. Sitôt, la nuit, comète froide, mon âme ne pèse pas plus que le rêve d'un phalène, rabat-joie, épice vinaigre, bonheur à suivre, territoire givaro. Non, la malédiction n'est pas morte, je reconnais sa signature. Assis en mon mutisme, faux monnayeur, je voisine l'Europe dans le suaire des saisons. Épouvantail sur glacier, j'incarne mon propre guet-apens. Je ne survis que quand je me piège, quelques caresses en piqué, la fausse tendresse des petites resquilles, avec le sourire de maman, fidèle perceuse du néant. Sa plus belle œuvre d'art, c'était son emploi du temps. Au saut du lit, il picorait Pessoa. Sous la douche, butinait Brotigane. Quelques histoires extraordinaires des gars Alain Poe. Pour le brunch improvisé dans un chalet de nécessité, sur la plateforme de l'autobus, Artaud, il déclamait. Robert Desnos à l'avant-vol, César Pavès en majesté, faisait écho au bourdonnement des pétrolettes. Un variable menu sur l'ardoise du déjeuner, Tchekhov en meurette, Muroton de Balzer, Chaufroid de Neruda, Matelote de Belleville, Mayakovsky en croustade, Vacherin ses galènes et ses croques en bouche, le tout arrosé de côtes rôties d'Alais. Brève visite au dispensaire sous l'égide de Léon Blois, course en supérette au rive de Boisvian, quelques exercices d'assouplissement avec Céline aux espaliers, le sommeil le surprenait sur une page de Stéphane Zweig. Il est des soirs où le rire du marcheur est trop forcé, peu regardant sur quelques gaudrioles éculées, piochant dans son stock de vieilles vermoteries, il distille quelques billes vesées à l'encan. Ainsi,
Coin, demi-canard. Ferdinand de Lesseps, mercenaire. Baragouiné, dans un bateau pour lesbiennes. L'Italie est un pays tellement étroit que quand il pleut, il en tombe à côté. Mon manège à moi, tu m'effiais tourner la tête. C'est pas le frenier venu. Canonique se dit de l'âge où l'on commence à devenir un boulet. Camus, c'est la peste. La grippe espagnole. Modération, habituelle camarade de beuverie. Vespasienne, italienne qui pisse sur son scooter. Goyave, fruit non juif. Sitar, instrument de musique peu ponctuel. Finlandais, homme d'esprit du côté de Mont-de-Marsan. Voilà. Sa musette regorgeait de telles joyeusetés. Allez savoir. Gribouilleur de nuée, il suce ses dents, écoute pousser ses ongles, se demande encore s'il jouit ou s'il pisse. Golem de glaise, l'hiver jusqu'à la poitrine, il emménage dans le fade. Épris d'imposture, à toute question, nada. Sur les débris du petit jour germe l'idée de faillite, une autre manière de dire l'agonie. Le refrain d'un bastringue, un hibou dans la poche, cendre, sel et salive mêlées. On aurait dit la douceur d'aimer. Son air stupide lui rendait la vie plus facile. De longue date ne tirait plus rien de ce cerveau en friche, pas même une érection fugace. Quel drôle de meuble rococo la vie! Moissure des environs de son âme et du transit de ses intestins. Ouais, c'est lui, le type de la sécurité. Ainsi va son pédigré, une baderne tropicale aux dents horrifiées qui défie les premières gouttes de l'orage. À la sortie d'une école de salsa, ravale ses frustrations de milicien exotique. Derrière le trottinement des collégiennes, petite loutre débarbouillée, transfuge des vitellonnées. Sûre qu'au premier assaut cavalier, elle vous mordrait la pulpe jusqu'au sang. De Bastille, en République, son corps avait rebondi, comme une balle de Jocari. Les mots ne coûtaient rien, la ville en contrebas contenait sa démesure. Une lune humide, blanche, son enfance dans la rue, le février des casinos, des belvédères, sa tête dodelinait sur les banquettes des Michelin. Ses yeux cherchaient d'autres couleurs, la pelouse des stades, la peau des petites, pas vraiment peur, non, quelque chose d'autre. Marché des enfants rouges, l'attente sans doute, ou des archives, la panne des heures creuses, un sexe qui s'étoile sur les écrans des cinéaques, un téléphone qui ne répond pas, des fatigues qui ceinturent les figures, Paris, Palud, son cocon, son boulin, et toute cette vie qui sent l'ammoniaque dans les pissoirs du quai d'Agare, cette mort qui embaume la pivoine dans les salles d'attente de l'Hôtel Dieu, encore un jour, une nuit, bientôt ce grand chariot métallique
sous le grand plafonnier aux halogènes, bientôt ce grand œil sur la laise endormie, et pour l'heure il est seul, là, exténué, au bout du bitume, des façades défilent, quartier du temple, rencontre des autres sur fond de soi-même, dérisoire, il parle par hasard, il grignote, ses restes de souffle, rambuteau frambourgeois, il existe encore furtivement une capsule de soda, une lame de rasoir, une photo d'identité, un ticket périmé, très peu de choses en somme, cadastre qui se remembre, se lézarde, vole en éclats dans une fuite panique en haut le cœur. Aujourd'hui, il se couchera, enfin, tranquille, la nuque sous la herse. Vous l'écouterez peut-être, moment spirale, instant en suspens, juste avant le terminus, accroché. Magnolia, ficus, palmier au garde à vous, toutes les tramontanes de l'arrière-pays caressent les baous des blancs. Le visage gonflé de trop de sommeil manqué, son haleine cherche dans les courants d'air un peu de la fraîcheur des vivants. Il tient la comptabilité de son déclin sur le bout des orteils. À l'entrée du sépulcre du vieux cimetière Vansois, un sanglot explose dans sa poitrine. Il a oublié faim, soif, le goût du Saint-Amour, les bons mots de Le Samoil. Seul contre la lutte contre le geste entravé dans la poisseuse torpeur des antalgies. Débat de son montonnière, sa santé de roc à genoux, mon père, dans le conciliabule des pères, soudés, il repose là, près d'Henri Calais, Paraz, Laurence, Gombrowicz. De bonne compagnie, somme toute. Et nous allons terminer par un petit exercice de stèle. Hier, Guillaume Apollinaire est mort de la grippe espagnole. Mac Jacob périt d'épuisement dans le camp de Drancy. Robert Desnos du typhus sur sa paillasse à Thérésine. Mallarmé posa sa chique dans les bras de son médecin. Henri Calais, ce cher Calais, dans ceux d'une créature là-bas avance, cité des arts et des fleurs. C'est un peu la légende. Tennessee Williams, qui s'étouffa avec la capsule d'un tube d'aspirine. Odon von Orbach, qui rendit son dernier soupir, assommé par une branche d'arbre sur les Champs-Élysées. Jean Follin, écrabouillé par un chauffard, place de la Concorde. Jean-Pierre Dupré, qui se pendit à la poutre maîtresse de son atelier. Marina Tsvetaeva en fit de même en pays tatar. Virginia Woolf s'est noyée dans une rivière du Sussex avec de gros cailloux au fond de ses poches. Roger Nimier se fit la malle au volant de son Aston Martin sur l'autoroute de l'Ouest. Émile Verhaeren tomba sous les roues d'un train en partance. Federico Garcia Lorca sous la mitraille franquiste. Emmanuel Bove s'est éteint de cachexie. Joé Bousquet transformé en statue de pierre, Nicolas de Staël aimanté par une fenêtre, Gogol affamé par un moine, Rilke piqué par une rose, Chénier la tête décollée. Saint-Jean-Perse, lui, a calanché de ne rien faire. Boris Vian a lâché la rampe d'un arrêt du palpitant. Boileau a eu les testicules boulottés par un dindon. Paul-Louis Courrier, abattu par la carabine de son garde-chasse. Stig Dagerman asphyxié dans un garage par le tuyau d'échappement de son automobile. Émile Zola intoxiqué par le feu d'une cheminée. Stéphane Zweig, lui opta pour le Véronal, Raymond Roussel pour le Sonotril, le Néozédan. Catherine Pozzi préférait la morphine, le laudanum. Pour Olivier Laronde, ce fut l'opium. André Frédéric choisit un subtil cocktail gaz gardénal. Armand Robin cracha son arme de manière suspecte à l'infirmerie spéciale du dépôt de la préfecture de police. Jean Sénac, assassiné à Alger en pleine rue. Robert Walzer tombé le nez dans la neige un soir de Noël. Pétrus Borel le front dans le sable sous un soleil de plomb. Rimbaud a claqué d'un carcinome du genou. Artaud pourri sur pied d'une tumeur à l'anus. Verlaine avala sa chique d'une congestion pulmonaire. Jules Lafort de la glissade de Phtisie. Alfred Jarry de méningite tuberculeuse. Tristan Corbière carbonisé par les rhumatismes articulaires. Charles Gros sombra dans la Niole. Le Tafia. Alphonse Allais prit congé dans l'absinthe. Paul Celan dans la Seine. Gerasimouka aussi. Jacques Prévert succomba d'un cancer du poumon. Georges Perros, le même, mais au larynx. Nerval chicote encore au bout d'un réverbère. Et François Villon gît dans la fosse commune. C'est décidé. À partir de demain, je ne sors plus de chez moi.
Merci. Maintenant, un petit verre d'amitié, parce que là, quand même, j'ai fait un choix un petit peu raide parfois, mais on est en temps de crise. Vous savez, on n'est pas. Hein, on en sort. Merci surtout à tous les deux. Ça, c'est le lieu préféré de mon mari. Parce qu'il y avait tout son petit foutoir. Toutes ces petites choses ramassées comme ça, qui n'ont pas de valeur. Voilà. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur quand il y a de la valeur. Il y a une valeur sentimentale, voilà. Je filme, oui, en rouge. Voilà. Non, personnellement, La fenêtre. Je fais pas mal d'estampes ici. Je fais pas beaucoup, mais une dizaine de lectures. Tu te souviens
T'avais pas fait ça, c'est Bavière. Tu crois pas? Oui. J'ai fait des variations autour de ça. J'ai acheté assez de choses qui ont été faites. Déjà